Hello boys and girls, et les tribuneurs et les tribuneuses, désolé, j'étais vraiment sur mon intro comme un connard. Ok, voilà, on a une petite surprise aujourd'hui. On vient de découvrir la surprise de Quentin. Hein. Gna, 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 je peux pas activer ma cam, elle va pas marcher ce soir. Je suppose que c'est le petit maillot de Donnarumma du coup. Non, c'est Gigio Donnarumma. Donnarumma, bien joué. Excellent, ça, excellent. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on a encore un peu inversé les rôles. Je suppose, Quentin, tu me laisses la parole ou tu veux la reprendre du coup? Enfin, Non, Gigio, Donnarumma ou Gigio ne parle pas ce soir. Ah, Didio ne parle pas ce soir. Eh bien, très bien, ce sera moi qui vais animer ce petit live. On est tous les quatre à nouveau. Enfin, à nouveau, non, parce que la semaine dernière, on n'était pas tous les quatre. Je suis arrivé en plein milieu du live. Comment ça va, messieurs? Bonjour Lolo dans le chat qui est déjà. Comment ça va, messieurs? Au, au top. Au Si, top. si, bene. Bene bene. Bon, bah, ça c'est bien ça. François, Putain, qu'est-ce que. en off, je disais, je sens le gros troll de Quentin arriver. Je En l'ai plus, senti. tu m'as fait rire, je devais garder mon sérieux, j'arrivais pas, j'avais les lèvres qui tremblaient carrément. François, une Moi, petite je me suis dit, réaction mais tant qu'on y est, parce que bon. je me suis dit, mais pourquoi le boug il veut pas rallumer son PC en fait? Non, mais c'est bon, laisse tomber, laisse tomber. Un petit mot, Ah, j'ai des François, hein, larmes, c'est ton putain, j'en moment peux là. plus. Ton moment de réaction. Oui, bonjour. Ah, ok, J'en ai bon. pas. Ok. Alors, du coup, on va François, t'es enchaîner. pas encore éliminé en huitième, hein, Ouais, c'est calme-toi. clair, t'as le droit d'être heureux encore. On va enchaîner très Si, en Coupe de rapidement. France, je suis éliminé. Si. On va enchaîner très rapidement, messieurs. Ce soir, donc je vais vous donner un peu le programme de la soirée. On n'aura pas de, on n'en parlera pas parce que bah, j'ai pas bossé. Voilà, hein, je vais être honnête avec vous. On va passer au Sac à top flop. merde. Oula. Pardon. Il y aura quand même malgré tout un top flop, un tour Alors d'Europe, moi, un petit jeu. j'en aurais pas, j'ai pas bossé non plus. Est-ce que Sac à je suis pas encore merde. arrivé sur ta rubrique, crois. Non, mais j'en ai pas non plus, j'ai pas bossé. J'allais l'annoncer justement. Donc, un top flop, comme d'hab, le Tour d'Europe, comme d'hab, un petit jeu qui est de retour. Et en deuxième partie, on parlera de la Coupe d'Europe et des clubs français qui joueront du coup cette semaine. On reviendra dessus plus en détail. Messieurs, je vous propose du coup de passer au top flop et donc d'afficher les résultats. Alors, pour les résultats. Est-ce que tu veux que je les dise pour que t'aies pas 1000 choses à faire en même Non, temps? c'est bon, là je suis dessus, Ça va? t'inquiète, Ok. merci, c'est gentil. Donc la journée a commencé vendredi 9 février 2024 par un match entre Marseille et Metz. Un match qui s'est soldé par un match nul, un partout. Le 10 février, la meilleure journée de l'année, il y a eu le Racing Coach, je sais pas comment on va l'appeler, mais l'affrontement entre les deux Racing de la Ligue 1, le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Victoire de Lens 3 buts à 1. Le soir, on a vu la victoire du PSG 3 buts à 1 face à Lille. Et ensuite, on a enchaîné le dimanche 11 février avec Rennes qui était en ouverture de ce dimanche du coup et qui a gagné face au Havre. Ensuite, on a eu un multiplex avec 3 matchs, le triplex comme ils l'appellent sur Amazon Prime. On a eu du coup Clermont-Brest qui s'est soldé par un match nul un partout. Lorient a gagné 2-0 face à Reims. Et Nantes a été s'imposer à l'extérieur face à Toulouse, 2 buts à 1. On a enchaîné l'après-midi avec un match entre Lyon et Montpellier qui s'est soldé par une victoire de Lyon. Et le soir, on a été régalé par le derby de la Côte d'Azur où Monaco s'est imposé 3 buts à 2 face à l'OGC Nice. Messieurs, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, en tout cas dans ce petit top flop, donc on va pas perdre de temps. On va enchaîner de suite. Tiens, bah François, t'es la première cam sur l'écran tout en haut, donc je te laisse commencer ton top flop. Et bonjour Caro qui nous a rejoint. Salut Caro. Bonjour Caro. Attends, parce que du coup. Ah, il a bien bossé aussi excusez-moi. François, pas mal. Alors, C'est carré. non, mon top flop, moi, il va se résumer à un seul match. Parce que j'ai rien vu d'autre qu'un seul match. Ce week-end, ça a été Clermont-Brest, hein, vu que j'y étais. Attendez, on va lancer le chrono parce que ça se trouve, c'est la première fois que François il va faire un top flop aussi court.
Ah, il nous Et fait pas Et match là, par c'est match. assuré. Let's go. Non, non, non. Là, mais non, non, je n'ai rien regardé. Je vais pas aller raconter des conneries. Je vais mettre je vais faire un résumé parce que top flop, ça me saoule un peu. Un match, c'était chiant. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire. On s'est bien fait chier. C'est bien le deuxième match de la saison. Je me fais bien chier. Le premier, c'était face à Toulouse en début de saison. Et là, Clermont, c'était pire. C'était pire. Parce que Clermont, ouais, ils ont essayé de jouer, hein. Mais long, long. La première mi-temps. Heureusement que j'ai acheté des pop-corn au caramel, hein. C'est la seule chose que j'ai trouvé top dans ce déplacement à Clermont. C'était cool. Bon, l'ambiance avec les gars aussi, mais putain. T'as fait combien d'heures de route? Que dire d'autre? Ah, on s'est mangé 8 heures, sachant qu'on a Hmm. eu des problèmes avec le minibus. 8 heures aller? Merci la Blue. 8 heures aller, 8 heures retour. Bien. 16 heures pour un tout pourri. C'est carré. Ah, mais après, c'est le contour qui était énorme, mais le match en lui était nul à chier. Je vais parler bien évidemment de l'arbitrage, hein, encore une fois, mais qui a été à son paroxysme de la connerie. C'est toujours la faute Oui, de non, non, l'arbitre. Ah, surtout d'elle, malheureusement, Madame Frappard, sachant que j'avais lu et Oh ça a là été là. confirmé. Non, je suis pas misogyne, je suis pas misogyne. Surtout que ça a été confirmé qu'à la base, elle devait arbitrer le match Toulouse-Nantes et qu'au final, les Nantais ont porté un droit de comme quoi ils ne voulaient pas d'elle et ça a été accepté. Donc, ils ont inversé l'arbitre du match de Brest avec Frappard. Donc, déjà, tu pars avec ça. Et donc, Stéphanie Frappard, elle siffle des hors-jeux sur une touche. Oui, oui, messieurs, elle a sifflé un hors-jeu sur une touche. Oui. Enfin, son assistant a levé le drapeau sur une touche. Ouais, après, du coup, c'est Il pas y a eu. forcément elle, hein. Enfin, les deux Ouais, doivent non, être... mais les c'est deux devraient être concentrés, quoi. enfin les six finalement qui ont été zéro, mais elle en particulier parce que quand tu vois, bah il y a la VAR, ils Ah, sont à deux pardon, à la ok. VAR Ok, ok. Ok, et ok. les quatre Gugus. Comme il s'appelle Magnetti, je vous avais envoyé la faute sur les réseaux, hein, pour ceux qui l'ont Non, pas vu, je vous mais. invite à aller la voir. Il se fait découper, même Ah oui, si oui. c'est pas voulu. En soi, il veut aller sur le ballon, le gars. Mais bah, le problème, c'est que c'est pas contrôlé, donc ça vaut carton rouge et un penalty en prime. Et ouais, elle a fait n'importe quoi. Donc ça a bien tué le match très sous tension à la fin parce que bah ça, voilà, c'était tellement mal géré que bah, les joueurs ont pété les plombs. Bizot a pété les plombs, il a pris un rouge. Bon, bref, j'ai envie de dire que c'est un point de prix à Clermont. Clermont se relance pour le maintien. Bon, on va être gentil. On est le FC sympathique, nous aussi, des fois, hein, le stade sympathique brestois. Mais sinon, bah, j'ai rien regardé. Suivi de fait Paris, mais top flop, j'en ai pas. Voilà, messieurs, c'est tout ce que j'ai à dire. En ma qualité de nouveau C'était pas supporter top. parisien, je ferai un top sur Paris, t'inquiète pas. Voilà, donc l'ambiance était géniale, mais le match était nul. Voilà. Si, à noter le très beau but de Pierre Lesmelou. Voilà C'est ce vrai, que j'ai C'est relevé. vrai. Ce sera mon gros top. Qui aurait pu mettre un doublé d'ailleurs. Ouais, à la fin, ouais. Dio, il a fait des sales parades à la fin. Mm. Putain. Mm. Ils peuvent le remercier parce que dernièrement, il lui chiait bien dessus dernièrement. Et là, couillon, il leur a sauvé quand même un bon point là. Donc voilà, messieurs, je m'arrête là-dessus. Ça On fera va 3 enchaîner minutes. du coup J'ai avec battu mon record. Quentin, qui est la deuxième caméra juste en dessous moi. Donc vas-y, je t'en prie. Ouais, ben du coup, moi j'ai pour une fois avec François, on a échangé les rôles. C'est qu'il a quasiment rien vu et moi j'ai quasiment tout vu ce week-end. Du coup, dans mon premier top, ben je l'ai évoqué, je voulais parler du match de Dembélé. Mbappé était sur le banc. Du coup, c'était, on va dire, Dembélé le joueur le plus expérimenté de l'attaque parisienne face à contre qui ils ont joué déjà face à Lille, pardon. Lille, ouais. Et puis je l'ai trouvé vraiment très très bon. Alors il marque pas, mais dans tout ce qu'il fait, je le trouve de plus en plus consistant et intéressant. Il y a très peu de déchets, c'est toujours assez bien ficelé. J'avais envie de retenir ça. J'avais pas forcément d'autres tops en fait qui me venaient en tête. Donc j'avais envie de parler du match de Dembélé. C'est d'assez bon augure avant le huitième de finale cette victoire face à Lille. Donc ça fait toujours plaisir. Le deuxième top que j'ai mis, c'est le match entre Le Havre et le Stade Rennais. J'attendais pas grand-chose de ce match-là. Et bah, finalement, force est de constater que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai vu à la télé. Alors j'ai trouvé Le Havre très intéressant, mais Rennes, de son côté, a aussi été
assez bon sur le terrain. Il y a eu des bonnes périodes pour les deux équipes, ce qui faisait que ça a donné un match assez intense. Et puis franchement, ouais, ouais, le Havre, c'est une équipe qui me plaît depuis le début avec le jeu qu'elle prône. Et puis Rennes, là, ils sont en train de reprendre des couleurs sous Stéphane. Donc franchement, vrai bon match, j'étais surpris et très content. Tu fais bien de parler Et de puis Rennes, je vais enfin, afficher le classement du coup, comme ça on pourra voir que Rennes est yes. septième de la Ligue 1. Et enfin, mon dernier top, alors j'aurais pu mettre Zakaria pour son match hier soir face à Nice. Hein. Il a mis 2 buts, mais au-delà de ça, il a été très très intéressant. Mais j'avais envie de parler de Lens parce que il joue un barrage en Ligue Europa cette semaine. Que j'ai l'impression que leur saison elle est un peu relancée. Eli Wahi a de nouveau retrouvé le chemin des filets, Sotoka aussi. Ça faisait, je crois, plus de 500 ou 600 minutes que Sotoka il avait pas marqué. Donc, et puis le jeu lensois, Andy Diouf, il a enfin digéré la grandeur de son transfert. Et par grandeur, j'entends le remplacement de Seko Fofana qui était pas chose aisée. Mais franchement, Lens, là, de ce que j'ai vu sur les 2-3 derniers matchs, c'est vraiment très très colossal. Donc voilà pour mes tops, pour les flops, et ben François en a magnifiquement fait la publicité et je suis assez d'accord avec lui. Hein. Donc lui a parlé que du match de Brest, mais le multi de 15 heures, franchement, c'était abyssal. Hein. J'avais loué le multi la semaine dernière que j'avais trouvé superbe, mais forcé de constater que cette semaine c'était vraiment vraiment très très pauvre. Ça a été la sieste. Hein, on va dire, devant ce multi. Mon deuxième flop, j'ai noté les errances strasbourgeoises parce que finalement, ils perdent 3-1 ce match-là, mais je pense qu'il y a moyen quand même d'aller chercher un nul ou pas une défaite aussi large. Il y a beaucoup, beaucoup trop de déchets. Devant Emega, c'est beaucoup trop light encore. Alors, on l'a vu déjà mercredi, hein, Jérém, qu'il y avait souvent des mauvais choix de sa part. J'allais justement te poser la question aussi après, mais je reviendrai dessus après, vas-y. Ouais, ça marche. Et en défense, pareil, il y a beaucoup trop beaucoup trop de choses qui vont pas. Alors, Bellarouche, il fait ce qu'il peut dans ses cages, mais sur les buts, malheureusement, il y peut pas grand-chose. Donc voilà, Strasbourg a encore un petit peu de travail, notamment sur son finisseur et sur sa défense, avant d'aller chercher peut-être des places un petit peu plus hautes, pardon. J'allais te demander justement par rapport à Strasbourg, est-ce que le match de Coupe de France au milieu de semaine n'a pas pu jouer aussi dans l'énergie qu'ils ont pu avoir Bah, je pour ce week-end, quoi? pense que si, et la réponse, elle est toute trouvée, c'est que quand tu regardes la composition de Strasbourg samedi, tu as Bellarouge qui a joué, tu as Gilbert qui a joué mercredi, tu as Perrin qui a joué mercredi, tu as Silla qui a joué mercredi, tu as Manga qui a joué mercredi, Diarra, Sissoko, Emega et Bakwa qui ont joué mercredi. Donc Ça je fait crois que dans le 9 11 de sur 11, départ, quoi, un truc comme ça. ouais, il y a juste Senaya et Delen qui n'ont pas débuté mercredi, il me semble, et qui étaient Delaine, là il était à titulaires. gauche, Donc hein. bah voilà, donc il était peut-être même titulaire Delen. Donc tu vois, ça fait 10 sur 11 titulaires mercredi. En fait, la profondeur, elle est pas énorme à Strasbourg. Tu as beaucoup de jeunes. Euh, à part Deminguet et Saïd Yousso qui ont un petit peu d'expérience en Ligue 1 ou Ligue 2, le reste, c'est que des jeunes vraiment du centre de formation. Il y a beaucoup de blessés. Donc, je pense que la fraîcheur, elle a joué aussi effectivement dans ce match-là par par rapport aux résultats. Et enfin, bah, je vais rejoindre François hein, sur l'arbitrage. Ça faisait longtemps que j'avais pas tapé dessus. Mais ça a été assez flagrant sur le match de Brest. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont très compliquées au niveau arbitrage ce week-end. On pense évidemment au rouge de Dante. Alors ça, c'est chacun aura son interprétation. Le problème, c'est que maintenant ils mettent soit rouge, soit rien. Donc du coup, ben dès que la jambe est touchée, ils mettent rouge. Le problème, c'est que par exemple, eh ben le Brestois qui se fait découper dans la surface, il y a pas de rouge. Cherki qui se fait découper par un Montpellierin, il n'y a pas de rouge. J'ai trouvé assez catastrophique et je trouve que
on avait un peu perdu cette notion des arbitres cow-boys. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les mecs qui veulent un peu prendre le lead sur le terrain, qui parlent un peu mal. Et j'ai l'impression ces derniers temps, on retrouve un petit peu cette comment dire, cette mentalité chez les Ça, arbitres. ça a toujours été en fait ça. C'est juste que c'était moins. Comment dire, il y avait moins d'arbitres comme ça. Il y en avait que deux trois dans la saison. Ouais. Et là, depuis, ils ont bien tous augmenté. Et tu rajoutes à ça l'incompétence en fait de certains et de Mm. certaines dans l'exercice. Ouais, c'est Bah, ça. Ouais, on vas-y. l'a vu, on en parlait justement enfin, en tout cas vous en parliez la semaine dernière, ou je sais plus, c'était il y a 2 semaines, l'attitude envers Maripane, d'un des arbitres, je Ouais, crois que c'était ouais, Maripane. ouais. Cette attitude-là, elle doit jamais avoir lieu quand t'es arbitre. Et au final, ça, c'est justement ces arbitres cow-boys, comme tu dis, qui sont un peu arrogants, on va dire, pour rester poli, et qui se pensent tout permis sur le terrain, en fait. Mm. Non, mais après, comme dit, hein, François, il a raison, ça a toujours existé. Ce que je voulais souligner, c'est qu'on en voyait beaucoup moins ces derniers temps, mais que là, j'ai l'impression que sur les dernières semaines, ça revient vraiment en force ce genre de comportement. Voilà, c'est tout. J'ai pas forcément plus de choses à dire sur cette journée de Ligue 1. Ok, bah on va enchaîner avec Robin, du coup. Ok. Euh, alors moi de mon côté, alors c'est intéressant ce que Quentin a dit par rapport au multiplex parce que c'est les 3 seuls matchs que j'ai pas vu en fait ce week-end ou que j'ai pas pu au moins débuter. Et en fait, avant cet avis de Quentin, j'allais dire que je trouvais que la journée de Ligue 1 avait été assez qualitative avec des bons matchs de foot justement, avec le Marseille-Metz qui avait été intéressant déjà vendredi soir, avec le Lens Strasbourg et le PSG Lille également qui était très intéressant. Et ensuite les matchs de dimanche c'était aussi pas mal. Mm. Mais du coup j'ai trouvé ça assez intéressant et ça faisait un moment qu'on se faisait un peu chier, j'ai envie de dire. Et là déjà on a vu des buts sur toutes les pelouses de Ligue 1. Mm. C'est pas donné à toutes les journées on va dire. Et ouais, au niveau du jeu, ça joue au foot. On a vu des beaux buts, des belles actions. Enfin, c'était intéressant. Tu parlais justement Euh, qu'on ait vu des buts sur toutes les pelouses. Il faut savoir que du coup, il y a que à Rennes où il y a eu moins de 2 buts, pardon, dans le match, hein, puisqu'il n'y a que 1-0 pour Rennes. Et sinon, tu étais au minimum à 2 buts par match. Donc, ouais. Mm. Tu peux me remettre les résultats, Jérémy, s'il te je plaît? te remets les résultats, il n'y a pas de souci. C'est bon. T'es un, t'es un ange. Dans mes tops, je vais mettre en deuxième le FC Nantes. Vous savez, on en a parlé Mm. le week-end dernier. Et je crois que François n'était pas hyper d'accord avec le fait que Gourvenec, c'était pas un entraîneur pour Lens pour le maintien. Moi, je reste persuadé que Gourvenec il pourra faire le boulot nécessaire au maintien avec l'équipe qu'il a. Là, on a vu qu'il a récupéré Mostafa Mohamed et enfin, tu vois que le mec il pèse un peu lourd dans le jeu de Nantes puisqu'il est impliqué sur les 2 buts, il sort un coup franc et derrière il fait une offrande à Kadewere. Je sais pas si vous avez vu le deuxième but de Nantes d'ailleurs, je trouve il est vraiment mignon à regarder, c'est vraiment du jeu en triangle, des petits 1-2 qui partent du milieu de terrain et qui arrivent jusque devant le but, franchement c'est assez intéressant à regarder. Euh, hum, et dans mon autre top, enfin dans mon troisième top, je voulais mettre ah, je vais mettre Strasbourg parce que pareil, je trouve vous êtes un peu difficile vous êtes un peu dur pardon avec Strasbourg. Faut remettre dans le contexte que Strasbourg ils ont perdu Sels qui était un pilier au mercato d'hiver. Il faut remettre également dans le contexte qu'il y a eu énormément de transferts et que l'équipe est très jeune. Et moi j'ai trouvé leur match convaincant contre Lens. Et les 3 buts qu'ils prennent, finalement, c'est des erreurs individuelles, grosso merdo. Et je trouve ça bien ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de jouer au foot. Ils ont été dangereux. Ils ont assez bien défendu par moments. Enfin, c'était un bon match aussi de leur part. Euh, et dans mon dernier top, je vais mettre
un dernier top, c'est le PSG. Le PSG, j'ai adoré leur match et ça. Alors, je sais pas si ça va faire plaisir ou peur à François, mais je trouve que le PSG a mieux joué sans Mbappé. Je trouve qu'il y avait plus de cohérence sur la transition du milieu de terrain vers l'attaque. Je trouvais que l'animation offensive était meilleure. Euh, En fait, l'animation offensive était plus inattendue par rapport à d'habitude. Et finalement, je pense que Lille ne savait pas trop comment aller se passer le match offensivement et ils n'ont pas su vraiment trop défendre. Dembélé, il fait un énorme match. Il m'a bien impressionné. Et celui qui fait une excellente rentrée, c'est Barcola aussi, qu'on ne pouvait pas forcément attendre à ce niveau-là. Et il a été percutant et provocateur. Enfin, il a animé le jeu, il a créé des choses et c'était bien. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un joueur qui a coûté un bras au PSG. Et voilà. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle Euh, pour Paris pour la saison prochaine de jouer sans Mbappé? Bah, C'est une question provocatrice, mais en fait, je sais pas. Est-ce que c'est pas l'effet de surprise que. Enfin, je sais pas comment Lille ils ont préparé leur match. Est-ce qu'ils ont préparé leur match en se disant que Mbappé il allait jouer et que du coup bah enfin ils ont tout misé là-dessus ou est-ce qu'ils sont préparés, enfin je pense qu'ils sont préparés à ce que Mbappé joue complètement le match ou au moins une partie. Mais du coup ta question c'était est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas trop, enfin faut que ce soit répétable quoi. Si c'est si oui, c'est sûr, ouais. c'est Effectivement. c'est un match comme ça. Là où ils avaient fait un bon match et où Mbappé était sorti sur blessure, c'était contre l'OM au match aller. Ils avaient gagné 4-0. Mbappé il doit sortir à la 10e minute, je crois. Et Paris font un très bon match, pareil, sans Mbappé, avec Kolo Muani et Gonzalo Ramos devant. Donc, ouais. Je... Franchement, je peux pas te répondre, Jérémy. J'en sais trop rien. J'en Pas de sais trop souci. rien. On va passer au flop. Euh, En flop, je vais mettre Montpellier. Parce que Ah Montpellier, oui, ils sont un peu. Ils se sont carrément sabordés, mais tout seuls. ouais. C'est-à-dire qu'ils mènent 1-0, on va dire contre le cours du jeu presque. Euh, alors derrière, il y a Accor Adams qui a une occasion de 2-0, je crois, et Lopez sort une parade. Enfin, c'est un passe-but qu'il a et Lopez va la chercher finalement. Et Accor Adams, il a une bonne occasion aussi où il a pas eu besoin de Lopez pour la louper, hein. ouais, ouais, bah, franchement, c'est l'ombre de lui-même depuis le Hmm. mois d'octobre. Et ensuite, le deuxième qui s'aborde l'équipe, c'est un collègue que tu connais, Quentin, c'est Benjamin Lecomte. Benjamin J'ai- Lecomte sur le but de Lacazette, il prend un pion au premier poteau. Lacazette, je pense qu'il est 1 mètre décalé de la ligne de sortie de but et il prend un pion à son premier poteau comme ça. J'ai pas en tête là Euh, je l'ai plus en tête le but. Ouais, elle est dans un angle un peu donc ouais, impossible. ils se sont un peu sabordés tout seuls, je trouve, les Montpelliérains, dans un match qui leur était, enfin, je dirais pas acquis, mais je dirais que Lyon n'avait pas été dangereux jusque-là, du moins. Et Montpellier, Donc, c'est surtout depuis Montpellier, quelques c'est semaines, 16e, ils hein. sont. Ouais. Pardon, 15e, ouais, ouais, à égalité Montpellier, de points c'est. avec Lorient, hein. Est-ce qu'on peut pas Mm. s'inquiéter pour Montpellier dans les prochaines semaines? Parce que Bah si, hein. là, enfin, de toute façon, on a Ouais, quelques si. dossiers à ouvrir. On a Toulouse à ouvrir, on a Bah, Montpellier-Rennes, Bah, ça j'allais. sera non, pour Voilà. mais le. ce qu'on fait, si vous voulez, la semaine prochaine, on parle de Montpellier, comme ça, dans 3 semaines, ils gagnent leur match. Oui, On fait ça? allez, on fait ça. Ça marche. Ok. Qu'est-ce que j'avais dans mes flops? Je sais plus, j'avais des trucs en tête, mais j'ai oublié. Euh... Ah si, tu peux mettre Reims. Reims, parce que Hmm. finalement, tu vois que leur système, il a des limites, finalement. Et puis le fait de vendre... Tu c'est y comment vois. Matuziwa? Hmm. Alors ça, vendre un joueur clé comme ça au mercato d'hiver à un concurrent direct presque à l'Europe, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, on va dire. Sachant que Monetti Là, en plus est en 50-50 vu qu'il est blessé, il revient de blessure et il s'était fait tacler durement il y a quelques semaines. Mais Reims, tu fais bien d'en parler parce que moi je l'ai pas évoqué pour avoir vu du coup des bouts de match dans le multiplex. Mais vraiment ils ont rien proposé. Lorient mérite amplement sa victoire.
Franchement, j'ai rarement vu Reims avec si peu de solutions devant. Ça se réveille trop tard et ça essaie de rattraper 2 buts, mais Comme à Toulouse, voilà. quoi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et après, je crois que je vais pas mettre de dernier flop parce que l'OM, je trouverais ça un peu sévère de les mettre en flop. Parce que je trouvais que leur match il était cohérent au vu de la situation. Et Nice, je les mets toutes les semaines, alors je veux pas les remettre dans un flop cette semaine. Parce qu'ils ont marqué 2 buts en plus. Et Ouais, et ça, puis c'est ils ont pas exceptionnel. forcément fait un mauvais match, Nice, hein. Enfin, Non. finalement, Non, ils perdent, mais, mais. non, mais la seule chose que je reproche à Nice, c'est que offensivement, franchement, tu vois rien. Je suis désolé. Hmm. Ouais, certes, ça défend bien. Au milieu de terrain, ils sont solides, mais l'animation offensive, elle est pas folle, quoi. Voilà. Ça rompiche un peu. Hmm. Donc, bref, voilà. Ok, très C'est tout bien. pour moi. Du coup, je vais Jérémy, à continuer. toi. Merci Romain pour la transition. Je vais continuer, Passe bah D. forcément, j'ai mis Lyon dans les tops. Parce qu'ils ont fait un match plutôt correct face à Montpellier, même s'il y a beaucoup trop d'occasions qui sont concédées par Lyon. Ils arrivent quand même, vous savez, mon amour pour le retournement de situation. Ils arrivent à retourner Montpellier, et notamment grâce à un énorme but de Cacré. Sa frappe, elle est Hmm. magnifique, franchement, il n'y a rien à dire. C'est lui qui a un peu surnagé en deuxième mi-temps au milieu de terrain lyonnais. Et c'est lui qui, comme un symbole, donne la victoire à Lyon, qui permet à Lyon de respirer et de s'échapper un peu de cette zone de relégation. Lyon est aujourd'hui 13e. Alors du coup, je voulais parler un peu de Montpellier. Je les ai pas mis dans les flops, mais comme tu en as un peu parlé, bon, Montpellier c'est quand même 15e à égalité de points avec Lorient. On parlait de la bonne recrue d'Erzakarian, bah peut-être pas au final. Il va falloir se poser des questions à Montpellier, même si j'ai l'impression qu'ils ont tendance à tous couler ensemble et pas à lâcher quelqu'un au milieu de la saison. Sauf quand vraiment ça marche pas. J'ai mis également Rennes dans le top, puisqu'ils arrivent à se sortir du piège havrais. Le Havre qui est quand même une bonne équipe qui propose du jeu et qui malgré tout se fait battre par Rennes d'un très D'ailleurs, beau je but. crois que Le but. Pardon, vas-y, Vas-y, je te vas-y, laisse je t'en terminer. prie, non mais vas-y. Je voulais dire, Le Havre, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 à domicile, d'ailleurs. Ah Hmm. bah ça, ouais, ça m'étonne pas trop. Mm. C'est très compliqué à jouer. Tu vois que Mm. Rennes, ils arrivent à marquer qu'un but, alors qu'actuellement offensivement c'est un peu en feu. Et le but est vraiment beau quoi. La remise de Terrier pour le but de Ah Bourigeaud oui, et en plus Desmas il est à deux doigts de la sortir. Donc franchement, le jeu en triangle de la tête, il est incroyable. franchement il est propre. J'ai mis également Paris dans les tops. Je vais pas en dire plus parce que bah, on en parlera juste après. Et j'ai mis le derby de la Binta Côte d'Azur. Parce que c'était un match Oh là excellent. là. Les références Binta Côte d'Azur pour ceux qui l'auront. C'était un match excellent. J'ai mes parents qui sont chez moi. Mon père a regardé le match et lui qui regarde pas forcément beaucoup de foot, et ben il a apprécié le match. Donc c'est pour vous dire à quel point le match était d'une belle intensité avec deux équipes qui voulaient absolument gagner ce derby. Évidemment, hein, j'ai mis, vous savez que j'isole toujours un moment ou un joueur lors de ce week-end, et j'aimerais quand même que vous alliez voir la passe aveugle de Dante sur le Oh là penalty là. obtenu par Nice. La passe, elle est exceptionnelle pour un gars de 40 ans quand même. À 40 ans, si je savais jouer aussi bien au foot, Mais il tourne et la tête, bah le ballon, il est déjà arrivé. ouais, Vas-y, mais abuse non, pas. non, mais franchement, la passe, elle est incroyable. On va parler du coup des flops. Alors moi du coup dans les flops j'ai mis Marseille. J'ai mis Marseille dans les flops parce que bah ils craquent face à Metz. Alors qu'ils ont galéré à marquer pendant je sais pas combien, enfin pendant 60 minutes ils galèrent à marquer et derrière ils craquent instantanément derrière, donc c'est encore des points perdus pour Marseille, mais je vais pas m'aventurer plus loin puisqu'il y a encore les débats derrière. Ouais, t'as raison. On a Reims forcément qui continue de perdre et de dégringoler au classement. Les Hmm. Rémois, il n'y a plus rien qui va depuis le début de cette année 2024. Hein, ça marche pas fort. Et une autre équipe qui marche pas fort non plus, c'est Toulouse, qui Hmm.
est aussi à un point du barragiste et il faudra vraiment se poser des questions. Surtout que ils vont rentrer dans la phase où ils vont jouer beaucoup de matchs dans les jours à venir. Donc voilà, messieurs, concernant le top flop. Je vous Sachant, petite propose. info sur Montpellier, Hmm, on parlait beaucoup d'Altamari au début de saison. ouais, Là, ça faisait un mois qu'il était à la Coupe d'Asie. oui, tout à fait. Ouais. Apparemment, il devrait pas revenir tout de suite parce qu'il a quelques jours avec sa famille, il me semble. Donc, je suis même pas sûr qu'il soit là D'accord. Ah ouais, c'est. pour le prochain match. Ok, compliqué. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter, messieurs? Non? Eh bien, on passe à la rubrique de Quentin. C'est parti. Générique. Le tour d'Europe du monde. Non, pas du tout. T'as bugué chez moi, Jérém. Ah, c'est bon, t'es revenu. Non, c'est bon, t'es revenu. C'est parti, Quentin. C'est parti, messieurs. Du coup, déjà, évidemment, hein, pour un tour d'Europe du monde, je suis obligé de parler du dénouement des 2 compétitions internationales qui se déroulaient sur le mois de janvier. Donc, victoire du Qatar contre la surprise jordanienne en finale de Coupe d'Asie des Nations, avec un doublé d'Akram Afif, le milieu gauche du Qatar. Et une victoire évidemment de la Côte d'Ivoire, hein. Donc Romain l'avait prédit, une victoire à la Portugal de 2016, grâce à un but zlatanesque de Haller, hein, en finale contre le Nigeria. Je vais pas répéter ce qu'a dit Serge Aurier en live, histoire de pas se faire bannir, mais champion d'Afrique 2 fois. Champion d'Afrique 2 fois. En revenant de Côte d'Ivoire, messieurs, j'ai fait un petit détour par l'Arabie Saoudite, où se jouait la Riyadh Season Cup. Alors, c'est une sorte de compétition amicale, un peu comme la Audi Cup avec le Bayern en été. Ça jouait entre Al Hilal, Al Nasser et l'Inter Miami. Donc, c'est le club de Neymar, hein, qui remporte le trophée grâce à sa victoire contre Al Nasser 2-0, des buts du Saoudien Al Dawsari et de Sergei Milinkovic-Savic. Ensuite, je me suis tourné un petit peu vers l'Europe parce que ce week-end, on avait le droit à des beaux matchs de football, des belles oppositions entre équipes bien classées un petit peu dans chaque championnat européen. En Angleterre, déjà, ce qui m'a marqué, c'est la victoire d'Arsenal, hein, à West Ham. Alors, on sait que West Ham, c'est jamais facile d'aller gagner au London Stadium. Puis finalement, ils sont allés en claquer 6. Je crois qu'à la mi-temps, il y avait déjà 5-0, 4 ou 5-0. Enfin, un match extrêmement abouti pour les Gunners. Dans le même temps, Liverpool et City, ils ont aussi gagné dans le trio de tête. Donc, pas de changement. C'est toujours Liverpool qui est premier. En Allemagne, on a eu le droit au choc de la saison à la Bayer Arena et la surprise, hein, correction 3-0 de Leverkusen contre le Bayern, avec deux nouveaux buts pour la doublette de piston Grimaldo-Frimpong, hein, et un but de Frimpong en fin de match qui est assez incroyable, hein. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir avec les commentaires de Monsieur Sabatier, hein, qui est un des meilleurs commentateurs football en ce moment et depuis quelques années d'ailleurs. Au même moment, en Espagne, se jouait Real Madrid-Girona, donc pareil, les 2 premiers du classement qui s'affrontaient. Et là, par contre, pas de surprise. Victoire 4-0 du Real, avec un nouveau doublé pour Jude Bellingham, hein, qui est à 16 buts en championnat. Une magnifique frappe aussi de Vinicius. Et puis j'avais aussi envie de souligner la victoire du FC Séville, hein, qui est pas au plus beau point en championnat contre l'Atlético, hein, donc l'Atlético qui perd encore une fois en championnat. Un très bon match de Lucas Ocampos, un des meilleurs sur le terrain, donc qui aura, je pense, plus apprécié son match ce week-end que le week-end dernier. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Ocampos. Voilà, je vais pas faire un dessin, ce serait dégueulasse, quoi. On appelle ça En une olive dans le jargon. Voilà.
La belle olive. Enfin bref. En Italie, messieurs, il y avait 2 chocs ce week-end. Déjà, c'est la victoire de l'Inter contre l'AS Rome samedi. Et le choc du dimanche soir, c'était Milan face à Naples. Victoire de Milan grâce à un but de Théo Hernandez. Alors, encore une fois, c'est une action mais magnifique. Ça part de Théo Hernandez. Il y a une première passe vers Giroud qui redonne à Leao, qui envoie Théo Hernandez dans la profondeur. Enfin, c'est une action en quasi une touche de balle qui est assez phénoménale. Donc l'Inter hein, qui est toujours en tête en Serie A. On a vu il y a quelques semaines aussi en Belgique les supporters de Molenbeek. Alors on l'a tous vu cette vidéo où ils ont fait un discours que personnellement je trouve assez indécent juste devant le stade. La preuve ce week-end que ça sert absolument à rien de grogner sur tes joueurs quand l'équipe n'est pas au mieux de sa forme et qu'ils ont tout simplement mangé un 4-0 à domicile contre le Royal Antwerp avec un doublé sur penalty de la légende Toby Alderweireld, messieurs, qui évolue encore dans son pays natal. Et enfin, pour finir, j'avais envie un peu de parler de faire un focus sur les équipes qui affronteront les Français en Coupe d'Europe cette semaine, vu qu'il y a pas mal de clubs qui sont encore en lice côté français. Déjà, la Sociedad pour le PSG. Défaite à domicile ce week-end contre Osasuna. C'est 4e match sans victoire d'affilée en championnat. Donc vraiment pas une bonne forme pour les joueurs espagnols qui en plus apparemment ont perdu Oyarzabal sur blessure. Le Benfica, c'est tout autre chose. C'est victoire en coupe ce week-end, seulement une défaite sur les 10 derniers matchs. Fribourg qui affrontera Lens, défaite à Dortmund vendredi soir sur une série de 3 défaites en championnat. Milan, on en a un petit peu parlé avant, hein, donc Milan qui affrontera Rennes, donc qui ont gagné, hein, qui ont su se mettre en confiance. Et enfin, la dernière équipe que j'ai pas évoquée, c'est le Shakhtar Donetsk, qui n'a plus joué en compétition officielle depuis la mi-décembre. Si vous voulez, je peux vous donner du coup leur stats en amicaux depuis cette date-là. C'est 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites en 8 matchs. Donc ils sont pas forcément dans le bon rythme de la compétition, le Shakhtar, mais on sait que c'est toujours une équipe assez compliquée à jouer. Donc voilà pour ce petit tour d'Europe, messieurs. Très bien, bah merci Quentin. J'ai des petites revendications sur ton tour d'Europe. Enfin, des remarques, pardon. Je crois que Rennes a joué le Shakhtar l'an dernier en 16e de finale d'Europa League également. Le Shakhtar n'avait pas joué de match depuis décembre et Rennes s'était fait, lamentablement sortir. J'ai dit lamentablement sortir, j'étais plus correct. Ensuite, c'est pour tu ça as que j'ai dit parlé. que c'est toujours compliqué à jouer, même s'ils sont pas dans la. Oui, bien sûr. Bah, en plus, ça va être. C'est où? C'est en Allemagne, je crois, Ouais, En le Allemagne. match sur terrain. Non, dis pas trop, on va revenir dessus. Hein. Ah, pardon. Pour la Real Sociedad, ils n'ont pas marqué de but depuis 4 matchs, je crois. Tu veux pas qu'on revienne dessus après? Ok, pardon, je la ferme. Attends, je donne juste une anecdote sur le Benfica. Vas-y. J'ai vu 2-3 trucs comme quoi le match serait potentiellement gagné sur tapis vert de la part de Toulouse. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais, Au moins j'ai le vu match l'info. aller, Ouais. au moins le match aller, donc je sais pas si ça c'est encore viable. Il y a des grèves policières actuellement au Portugal ou qui sont prévues Ouais. pour jeudi et du coup cela entraînerait la non tenue du match puisqu'il ne pourrait pas y avoir la sécurité nécessaire autour du match. Donc la victoire se ferait pour Toulouse sur tapis vert par 3-0. On aurait pu en parler après. T'aurais des arguments pour après, mec. Mais bon, bref. Quentin, on revient dessus juste après. Quentin, t'avais potentiellement un petit jeu, c'est ça? Ouais, j'ai un petit jeu à vous proposer. Alors Ben, on ce est petit parti jeu-là, dessus, du coup. il est spécialement pour François en plus, alors j'espère qu'il va être concentré. Y a rien à afficher? Non, il n'y a rien à Ok. afficher. Je t'en Du prie. coup,
Euh, je voulais faire honneur à mon nouveau club de cœur, hein, le Paris Saint-Germain. Vas-y, je t'en prie. Je peux- Ouais. Ouais, vas-y. Du coup, je disais que je voulais faire honneur à mon nouveau club de cœur, le Paris Saint-Germain. Vu qu'ils reprennent les chemins des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui leur sont chers, hein, on l'a vu la semaine dernière. J'avais envie d'évoquer avec vous, messieurs, le premier huitième de finale de l'ère Qatari, à savoir remonter le 12 février 2013 à Valence, messieurs. Valence CF, Paris Saint-Germain. Alors je peux vous donner le score, victoire 2-1 du PSG, buteur côté Valence, c'est un joueur qui est très très cher à Romain, c'est Monsieur Adil Rami. J'allais dire, ouais, ok. Moi ce que je vous invite à faire, c'est retrouver la compo du PSG ce jour-là. Attends, mais redis-moi l'énoncé là de. C'est en l'honneur de quoi? En l'honneur des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le 12 février 2013. Attends, ça c'est le 12 février 2013? Ouais. Donc, ça vous donne une idée sur les joueurs à peu près. Pour la formation, je peux vous dire que c'était on va dire du 4-2-4. En gros. Ok. Sur le papier, c'est comme ça que c'est écrit en tout cas. Messieurs, qui veut se lancer en premier? Allez, Jérém. Dans les buts, il y a Sirigu. Ouais, Sirigu, tout à fait. Bien sûr, le chat peut jouer. Caro demande si elle peut jouer, bien sûr. Romain, on enchaîne en sens des aigus d'une montre chez moi, donc c'est Romain, puis François, puis toi, Jérém. Lugano. Non. Et après François, on dit le chat. Il y en a un dans le chat. Ouais, Là, ça marche. Ça marche. François? Bras. Ouais, Ibra qui prend un rouge d'ailleurs. Ah ouais, décidément. Dans le chat, il y en a un, du coup, il y a Christophe Jallet. Ouais, Christophe Jallet, capitaine. Capitaine, ah ouais, carrément. Ouais, Christophe En Jallet, défense capitaine. centrale, tu dois avoir Alex. Ouais, Alex. Axe droit. Sako. Axe gauche. Pastore. Ouais, buteur, milieu gauche. Allez, le chat, là, va falloir en donner un. Pour l'instant, il n'y a rien dans le chat. Sinon, je joue Et ça sautera. Attention. Ça parle de Lavezzi. Ouais, l'avait dit buteur aussi, associé à Ibra devant. Moi, je dois avoir Cabaye peut-être au milieu de terrain. Non. Il reste du coup l'arrière gauche, les deux milieux de terrain et le milieu droit. Ah putain, au milieu de terrain, je suis trop con. Verratti. Ouais, Verratti. Verratti d'ailleurs, petite stat sur ce match-là, évidemment rouge. qu'il prend carton jaune. Ah. Lucas. Lucas, milieu droit. On doit trouver la compo de Valence après? Non, 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 non. Ouf. J'ai rien dans le chat toujours. Hein. Il reste du coup le deuxième milieu et l'arrière gauche. Le deuxième quoi, t'as dit? Deuxième milieu? Deuxième J'ai, milieu central et l'arrière gauche. J'aurais peut-être le gauche, c'est Maxwell. Ouais, Gauche. Maxwell, tout à fait. C'est que déjà dit. Je crois on demande de répéter qui a déjà été dit, je pense. Il reste plus que du coup le deuxième milieu récupérateur. On a déjà dit Sirigu, Jallet, Alex, Sako, Maxwell, Verratti, Lucas, Pastore, Ibra et Lavezzi. Ça parle de Scherer. Bah c'est Maxwell. Maxwell Scherer. Ouais. Non. Ah oui. Bah Ah si, bon c'est Maxwell Scherer, ouais. Ah ouais. C'est à moi, Quentin? Ouais, Est-ce que le dernier milieu de terrain serait pas Blaise Matuidi? tout à fait, Blaise Ah bon Matuidi. Ah. Ouais. Bah, Blaise je sais pas, Matuidi, je mais pensais que c'était Thiago Motta, mais... non. Même pas sur crois la qu'il feuille de arrive pas match, cette Thiago année. Motta. Ah, ou ok.
Ah, mais Messieurs, attends, ça c'est le. Ah, ils on va font un se sale donner, mercato on va en vrai. faire on va faire les trois remplaçants qui sont rentrés. François, c'est à toi. Moi, je Info, fais attends, avant que tu Jérémy dises quelque Ménez. chose, voilà, j'allais dire, il y a un défenseur, un milieu et un attaquant. Tu me dis Jérémy Ménez, effectivement, il y a Jérémy Ménez. Ouais, je me souviens de ce match-là. Jérém, Tu t'as dit un défenseur, un milieu et un attaquant. Donc il y a plus d'attaquants puisqu'il y a Menez. ouais, tout à fait. Excellent, ça, GG. Big brain. En défense. Ouais, en défense, Vas-y, je tente une dinguerie. Milan Bisevac. non. Là, tu fais pas honneur à ton club en disant ça. Oh Romain, Ok, t'as je une crois que je idée? le vois, putain. Moi, je vais te dire le milieu de terrain. Jérémy, il a proposé. Ah, mais non, non, pardon. Euh... Milieu de terrain, c'est une dinguerie aussi, hein. Du même... Stambouli? Non. Du même acabit que le défenseur central. François, ne dis rien, ça Défenseur va jouer entre Jérémy et Ah, Romain parce que je sais que tu sais. Du coup, je bah, sais que. est-ce que je peux donner les autres, un qui est pas rentré? Ouais, vas-y. Grégory Vanderville. Ouais, effectivement, sur la feuille de match, Van der Wiel, ouais. Tu as T'avais donc Gamero aussi. Ouais, Sylvain Armand. Sylvain Armand, tout à fait. Mais what? Au point où on en est, il en reste 3 encore sur la feuille de match, autant y aller, hein. Bon, vas-y. Il Hein. Moi, reste j'en ai un. un gardien et 2 défenseurs. Ah, bah Non, non, un vas-y. gardien, un Eh, défenseur Vas-y, Romain. central, un milieu. au milieu de terrain, c'est possible que ce soit Clément Chantôme? Mais tout à fait, monsieur, qui remplace Louis à la 53e minute. C'est beau. Moi, je te mets Zoumana Kamara en défense Zoumana centrale. Camara et Jérém, on finira par le gardien que tu connais. Nicolas Douchez. Nicolas Douchez, voilà. Ok, très bien, messieurs. Merci pour ce petit jeu, Quentin. C'était très sympa. On aime bien se rappeler des petits moments football comme ça, là. C'est un peu notre Madeleine de Proust, on va dire. Bon, messieurs, on va donc passer Enfin, parler un peu des Coupes d'Europe. Oui, messieurs, parce que vous êtes là, mais le chat également avec mesdames. On va parler un peu de la Coupe d'Europe. Donc, petit rappel sur les matchs qu'il va y avoir cette semaine. Mercredi, le PSG affrontera la Real Sociedad. Et on n'aura que des matchs après le dimanche. On aura Donetsk face à l'OM qui se jouera en Allemagne. Lens recevra Fribourg. Milan recevra Rennes, l'AC Milan. Et on aura pour terminer Benfica face à Toulouse. Donc on va les voir dans cet ordre-là, hein, les matchs, on va en parler comme ça. La première question, forcément, on va parler de la Ligue des Champions et on va parler de Paris. Est-ce que le Paris Saint-Germain est prêt pour ce huitième de finale selon vous? Et je propose de donner la parole à François puisque c'est le mieux placé pour répondre à cette question. moi, je dirais que oui. Au vu des circonstances à la Real Sociedad, quand tu vois qu'ils ont pas tout leur effectif, que ça fait 4-5 matchs que c'est en train de... Bah, que c'est pas productif du tout, il n'y a pas un but, c'est que des matchs nuls ou des défaites. Paris à côté, bah, gentiment, je vais pas dire qu'ils progressent, mais Paris fait le boulot. Ils l'ont fait ce week-end, comme ils l'ont démontré sans Mbappé. Il y a des joueurs qui reviennent bien en forme, qui progressent aussi comme Barcola. On a Dembélé qui se réveille un petit peu. On a Ramos aussi. Défensivement, c'est bon, ça reste que la Real Sociedad. Pour moi, le huitième il est largement passable. Ça va pas non plus déboucher sur un 4-0 et sur un 6-0 retour, mais normalement, si En on suit la général, logique actuelle, le PSG est au-dessus normalement. en général, quand Paris gagne 4-0 à l'aller, c'est jamais bon signe. Alors bon. Bah si, ils ont gagné, enfin un Ah, 4-0, il a t'as eu un osé. 4-1 et ils ont fait un... Mais non, normalement, Normalement, ça passe, hein. De toute façon, pour réussir cette saison, il faut faire au minimum un quart de finale. Donc là, ils n'ont pas le choix de gagner ce huitième. Enfin, après, la Ligue des Champions, on va dire oui, c'est le grand rendez-vous. Le huitième, c'est... Oui, mais là, si tu veux vraiment montrer que tu es dans un nouveau délire, dans un nouveau projet, il faut faire autant que la première année où les Qataris sont arrivés, c'est-à-dire quart de finale de Ligue des Champions.
Donc oui, pour moi, ils doivent passer et ils vont passer. On a parlé de Paris avec toi, du coup, je vais juste, messieurs, donc Quentin et Romain, soit vous parlez de Paris comme vous voulez, sinon j'ai une deuxième question. Est-ce que la Sociedad peut rebondir pour ce match? Voilà, celui qui veut prendre la parole sur ce sujet, il peut, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez donné tout à l'heure, enfin Quentin, tout à l'heure, tu as donné des stats. Hein, la Sociedad, c'est 4 matchs sans victoire. Ils n'auront pas Oyarzabal. Donc, est-ce qu'ils auront à cœur de gagner, de relever la tête et ils iront entre guillemets faire un combat plus d'ego et d'hommes que de football au parc. Bah, moi, je peux te donner mon avis si tu veux là-dessus. Je t'en prie. Le problème de ces équipes, alors le problème entre guillemets de ces équipes-là, c'est que c'est des équipes qui sont pas du tout sûres de rejouer une Ligue des Champions la saison suivante. Et du coup, quand ils arrivent déjà en phase de groupe, souvent c'est un peu des morts de faim. Là, ils arrivent en huitième de finale, donc évidemment ils vont tout donner. Eux, ils ont rien à perdre, tu vois. Clairement, ils ont une très belle équipe. Oyarzabal, Kubo, Zubimendi. Enfin, ils ont, comme dit, ils ont une équipe avec des joueurs internationaux. Même, j'aurais pu mettre le Normand là-dedans. Donc c'est sur le papier, c'est une équipe qui est armée pour jouer un huitième de Ligue des Champions. Maintenant, euh, le problème, c'est quoi? Ils sont pas du tout dans une bonne phase. Ils perdent Oyarzabal. Ils avaient fait revenir David Silva, qui devait être un petit peu le magicien pour donner un petit peu plus de talent. Il a dû partir la saison dernière, du coup, vu qu'il s'est pété, et du coup, il y a ça aussi en moins. Je suis pas sûr que sur ce match aller, le match aller est au parc, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Je suis pas sûr qu'au parc, la Real s'en sorte. Je dis pas, comme dit François, ils vont pas prendre 4-0, ça c'est sûr et certain. Ça va peut-être être un petit score, mais en tout cas, je les vois pas gagner dans la spirale où ils sont, malgré l'envie qu'ils mettront, parce qu'évidemment, ils mettront de l'envie, ça c'est sûr, connaissant un peu l'équipe et le football basque, quoi. Romain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter toi sur ce point-là? Non. Bah alors on va passer à l'OM. Je te propose là, de commencer et de répondre un peu aux différentes questions. Pour Marseille, j'ai un peu deux questions. Bon déjà, qu'espérer de l'OM suite à leurs résultats compliqués en Ligue 1? Et surtout, la question que moi je me posais personnellement, est-ce que c'est pas un avantage, enfin en tout cas c'est pour l'OM peut-être pas, mais un avantage vis-à-vis de Donetsk de jouer en Allemagne? Euh, je pense que à quoi s'attendre de l'OM, je pense qu'il faut s'attendre à rien. Comme ça, personne ne sera déçu. En vrai, je sais pas quoi te dire. En- là, ils jouent en Allemagne, Éliminé. c'est ça en Ouais, premier. ils jouent en Allemagne. Euh, C'est à huis clos, du coup, le match, je suppose. Non, Je pense pas, Vous avez non. pas non, la c'est ref? juste qu'en Ukraine, c'est juste justement parce qu'en Le Ukraine, contexte vu qu'il y a, politique il est y a la compliqué, guerre, ouais. Ouais, ouais, le... j'entends, mais du coup, mais ça il n'y doit a être à pas huis clos. Il doit pas y de. avoir de supporters ou ce genre de Bah choses, si, je L'année pense. dernière, face à Si, Rennes, il y ça avait des va huis supporters clos. de Donetsk, hein, je crois. Ah ouais? C'est, bah oui, Ok. ça se ils se joue où? Ça se déplacent. joue à Hambourg encore ou pas? Ouais, c'est ça, voilà. Je cherchais la ville, mais c'est Hambourg, ouais. Ok. Ouais, écoute, sur le. Franchement, je sais vraiment pas quoi te dire parce qu'en vrai, j'ai trouvé ça assez intéressant ce qu'ils ont fait contre Metz là, malgré tout. Je trouvais qu'ils ont réussi à se procurer des occasions et tout. C'est le même constat depuis le début de saison. On manque clairement d'efficacité devant et défensivement, on fait beaucoup trop d'erreurs. Donc là, ça va être de la loterie. Ça se trouve, on sera dans un bon jour. Ouais, et puis ça va bien se passer, quoi. J'ai envie de te dire. Franchement, je peux pas te dire. Mes questions te plaisent pas trop, quoi. J'ai pas de réponse à ça. Ouais, franchement, ta question, elle m'emmerde un peu. Je suis désolé, hein, mais Messieurs, non, François, Quentin. mais
En fait, non, mais attends. Vas-y, je t'en prie. En fait, ça dépend. Est-ce que si j'aimerais bien que Gattuso il renie un petit peu C'est principe. ses principes là avec son 4-4-2 là ou son truc merdique là, le caca liquide là qu'il essaie de nous mettre en place et qu'il essaie de nous remettre en place le 3-5 la défense à 3 là, le 3-5-2 qu'ils avaient l'an dernier. Et je pense que ce serait déjà pas mal. On a vu qu'ils étaient assez à l'aise avec celui-ci. À l'époque, là, cette année où ils ont joué à 3 derrière, c'est là où ils ont réussi à faire la meilleure série de résultats. Mm. Je suis pas sûr que ce soit anodin, ce genre de choses. Je pense que les joueurs, ils ont des repères sur le terrain. Ils ont été martyrisés peut-être par Tudor, mais en tout cas, ça fonctionne encore. Et je me dis que sur un match comme ça, qui peut être essentiel et qui peut déterminer le fait que ta saison passe de mauvaise à moyenne, et ben, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté et jouer à 3 ou 5 derrière, ça dépend comment vous le voyez. Donc voilà, je suis dans le néant, je sais pas si on jouera avec Mbemba aussi, je pense pas, je pense qu'on jouera sans Mbemba jeudi. Donc Ouh, si, il sera de retour, non? bah il a joué samedi, alors je sais pas trop. Il a joué Je sais pas samedi trop. et... Oh, moi je le vois là. Je le vois présent en Ah tout ouais? cas. Ouais, je le vois Ah présent. ok. Moi je vois une charnière Gigot Balerdi encore une fois. Après, Donc voilà. pour compléter, moi je suis assez d'accord avec Romain. Le problème du 4-4-2, c'est qu'il faut avoir deux très bons milieux de terrain récupérateurs. Et actuellement, Verretou et Rongier, ils sont encore blessés. Hmm. Ouais, donc Je sais pas, j'ai pas compris que c'était une question. ouais, c'est une question, pardon. Ouais. Ouais, moi non plus. Rongier, je savais, mais Je Verretou, me je suis savais posé pas. la C'est pour question ça. s'il a bugué, du coup, je dis, tiens, c'est marrant, il y a un bug. Je sais pas, je sais pas tout. Je T'inquiète, sais t'inquiète, pas tout. C'est surtout t'inquiète. Verretou, Ouais, pas de j'étais pas soucis. sûr. Je pense que tu as raison en vrai. Il faut remettre cette genre de défense hybride à 3/5. Surtout que l'OM, ils ont des très bons pistons, que ce soit Merlin, que ce soit euh, Klose, même le Panaméen là, comment il s'appelle, Murillo, c'est ça? Murillo. Ouais, même Ouais. Murillo, je trouvais très bon en piston. Maintenant, je trouve que il y a un point positif à jouer le Shakhtar en Allemagne, c'est jouer en Allemagne. C'est-à-dire que on sait que souvent aller jouer au Shakhtar, c'était pas facile. On se rappelle que le Real, ils avaient pris une branlée il y a quelques années. Mais c'était souvent parce que le voyage est compliqué. Aller jusqu'en Ukraine, tu traverses toute l'Europe. Et souvent les joueurs, ils sont un peu KO. Là, on va dire que ton voyage, il est déjà moins important. Euh, à voir ce que ça va donner, hein. Comme dit, c'est une équipe qui a pas de match de compétition officiel dans les jambes depuis 2 mois et demi. Depuis 2 mois et demi, c'est 8 matchs ou 9 matchs amicaux. Mais c'est toujours une équipe qui est compliquée à jouer parce que Mm. c'est des joueurs qui se retrouvent en sélection souvent, qui savent jouer, qui jouent ensemble quasiment toute l'année, même quand ils sont en sélection. Donc à voir ce que ça va donner. Je suis assez confiant quand même pour l'OM. J'aimerais quand même bien qu'il se réveille un coup là, mais voilà, on a vu avec Rennes l'année dernière que Donetsk, pardon, c'est pas facile à jouer. Ah, bah c'est con. Il y a Romain qui, pardon, Ouais. François qui revient. Ah, moi je suis là. Ouais, pardon, j'ai bugué. Bah Romain, oh putain, pardon. François, si, est-ce que tu nous entends déjà? Attends, il est en train de se connecter. Ah, il est en train de non, parce qu'il est en train d'allumer sa cam, c'est pour ça. Euh, C'est dommage, j'aurais bien aimé lui poser la question. Bon, c'est pas grave. On va passer du coup sur le Lens Fribourg. Est-ce que finalement, ce Lens Fribourg, c'est pas le match le plus indécis de tous les matchs concernant les équipes françaises? Lens revient bien actuellement en championnat. Ils sont sur 3 victoires. Fribourg, quant à eux, est sur 3 défaites, mais sur le papier, eh ben, moi, j'ai un peu l'impression que c'est le match le plus équilibré des 5 matchs qui sont proposés. Alors, Quentin, je te donne la main sur les 2 prochaines questions parce que ça va plus te parler. Donc là, comme il n'y a pas François, bah, je vais te laisser prendre la main, Romain.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que t'en penses, toi, sur Je sur suis ça? pas du tout d'accord avec toi. Ah, d'accord. En fait, je suis désolé, hein. Ouais, Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Fribourg, il me semble que ils étaient dans la poule de Nantes l'an dernier en Europa League. Ça vous ouais, dit quelque chose? ouais. Nantes, Et ouais, Olympiakos il me Karabakh, je crois. semble, il me semble que Nantes avait fait jeu égal au moins ou avait même battu peut-être Fribourg à domicile ou à l'extérieur, je sais plus. Bref, et pour moi Tu peux Lens, le PC, François? je les S'il te vois plaît. Tu bien peux au-dessus couper juste ton de PC parce que Fribourg ça décale finalement. toutes les cams, François. Désolé, merci. C'est bon. Désolé, c'est bon, Romain, je te laisse reprendre. Du coup, finalement, Lens, je les vois clairement au-dessus de Fribourg et tu vois, s'il y avait un match sans surprise, en fait, c'est celui-là que je voyais. Sans Voilà. surprise, lance Fribourg? À Ouais. l'avantage de Fribourg, c'est ça que tu disais? Genre vraiment sans trembler, quoi. Genre caleçon propre à la fin du match. Ah ouais, d'accord, ok, ok. François, du coup, t'as peut-être pas entendu la question. Je demandais si Lens-Fribourg c'était le match le plus indécis de ces 5 matchs avec les clubs français. Je vais donner la parole du coup à Quentin, le temps que tu t'installes. Moi, je suis assez d'accord avec toi, dans Avec le moi ou avec sens où Romain? avec toi Avec qui toi. pose la question. Ok. Euh, Dans le sens où effectivement, t'as pas un gap de niveau euh, très très différent comparé à par exemple un Toulouse-Lisbonne ou un Milan Rennes, hein, sans faire de mal au club français. Donc pour moi, ouais, c'est le match qui est le plus équilibré, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est le match qui est le plus à la portée d'un des clubs français. Si j'accepte Paris qui est en Ligue des Champions, je parle de la Ligue Europa. Euh, Romain, je suis aussi. Alors, tu as entièrement raison. L'année dernière, Fribourg faisait extrêmement mal. Mais l'année dernière, Fribourg faisait extrêmement mal en Bundesliga aussi. Cette année, c'est beaucoup moins flamboyant, Fribourg. C'est beaucoup plus compliqué aussi. Lens, ils sont dans une vraiment dans une spirale très positive où ça revient très très bien. Ils ont su se remettre un petit peu les idées à l'endroit. Alors que Fribourg, il y a beaucoup de joueurs qui déçoivent et qui sont bien en dessous de leur niveau qu'on a connu. Moi, personnellement, je vois plus. Alors, rappelle-moi, c'est à Lens, hein. Ouais, c'est à Lens, effectivement. Franchement, sur ce match aller, en tout cas, je parle pas de la double confrontation, mais sur ce match aller, je vois Lens quand même s'imposer face à Fribourg. Ok, très bien. Et toi, François, du coup? Euh... Oh, j'ai mon son. Oui, j'ai mon son. Sur Lens Fribourg, eh ben moi je suis indécis. Parce que Donc en fait, c'est on le a beau match le plus dire. indécis, quoi. Ouais, Ça on répond a à ma beau dire, question, même quoi, du si. coup. Non. C'était quoi la Si, question déjà? bah, la question c'était est-ce que c'est le match le plus indécis de tous les matchs des clubs Ah français? bah oui, très clairement. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Marseille. Pour moi, Marseille, on va se faire sortir. Milan-Rennes, si on suit la logique, normalement Milan. On n'a pas parlé de Milan-Rennes pour l'instant. Non, mais je prends des exemples. Pour moi, Lens Fribourg, ça va être vraiment, oui, c'est le match le plus. Même si Fribourg est pas dans une grande forme olympique, ils peuvent très bien claquer un très gros match. Comme Lens qui est dans une meilleure forme, peut te claquer une grosse cagade, comme peut te claquer un gros match. C'est Oui, vraiment. ça, Ouais, effectivement. là-dessus, tu me demandes un pari, Ok, le bateau. ok, ça marche. On va passer du coup à mon club préféré, enfin à quelques moments de la saison. On va parler de Rennes. Rennes, est-ce que c'est un match de prestige pour une claque monumentale? Et là, du coup, comme on parle de Milan, je vais te laisser la parole, Quentin, parce que je sais que c'est un club qui te tient un peu à cœur, donc je te laisse prendre la main sur cette question. Et répète-moi juste l'intitulé parce Est-ce qu'il que était ça peut tellement être un beau. match de prestige pour une claque monumentale? Bah, match de prestige déjà, ça c'est oui, San évidemment. Siro.
Mais même recevoir l'AC Milan, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, troisième, je crois, en Serie A cette saison. C'est évidemment pour Rennes, tu vois, et encore une fois, sans manquer de respect à Rennes, avoir la possibilité de jouer cette double confrontation contre un grand d'Europe, un des clubs qui a le plus de Ligue des Champions à son palmarès. Évidemment, c'est un match de gala maintenant pour une claque monumentale. Euh, En fait, j'ai peur que tu aies raison. Parce que j'aimerais Moi, bien je dis pas voir que j'ai Rennes se raison, hein, qualifier. je pose juste une question, hein, mec. Non, mais j'aimerais bien voir Rennes se qualifier, mais malheureusement, Milan, en fait, ils n'ont pas été dégueux dans leur phase de groupe. Ils sortent du groupe le plus compliqué de Ligue des Champions. C'est peut-être le pire tirage possible pour Rennes par rapport au troisième de Ligue des Champions. Je pense que, alors à l'aller, c'est toujours compliqué. Chez toi, tu es galvanisé par ton public, il y a une atmosphère différente. Je pense que peut-être feront-ils un résultat. En revanche, au retour à San Siro, malheureusement, je vois pas du tout Rennes C'est performer. l'inverse, hein, ils sont déjà à Ah, San c'est Siro. l'inverse. Ouais, tu inverses alors ce que je dis, c'est juste que à l'aller, oui, à San Siro, ils vont peut-être prendre une vague. En revanche, peut-être au retour, ils vont réussir à faire quelque chose, mais si le score est déjà fait à l'aller, malheureusement, ça servira à rien. François, un petit mot du coup. Pour moi, c'est un super tirage. C'est top de jouer, comme disait Quentin, un des plus gros clubs d'Europe. Mais je sais plus la question. Est-ce que match de prestige pour une claque monumentale? Non, ce sera pas une claque. Non. Il n'y aura pas de claque parce que Rennes va justement se préparer à ça. Quand tu vois en championnat qui sont quand même, on dit plus ou moins proches des places européennes, mais si tu peux aller taper Milan et pourquoi pas aller faire rêver tes supporters pour un huitième ou un quart d'Europa League, Rennes est très friand de ce genre de match aussi, hein. Ils l'ont déjà fait à une période. Ils avaient fait une très belle épopée en Europa League il y a quelques années. Milan, c'est troisième, mais c'est quand même fragile, faut le souligner. Et C'est vrai normalement, que C'est vrai que tu parles d'épopée européenne. Il y a quelques années, il y a eu l'année dernière le match face à Donetsk qui malheureusement avait mal tourné. Ils avaient joué Bâle avant, si je dis pas de bêtises. L'année d'avant, ils avaient joué Leicester. Ils étaient pas très loin de passer également. Ils avaient eu l'épopée en éliminant. Alors attends, je sais plus. Arsenal, Ils avaient et le ouais. Betis. ils ont éliminé Avant le c'était Betis. ils avaient éliminé le Betis et après c'était Arsenal et ils étaient Ouais. pas loin d'éliminer Ils, Arsenal en gagnant bah, 3-1 à je crois Horizon. qu'ils battent Arsenal. Ouais, ils battent 3-1 au Arsenal Horizon au Park. Horizon. Tu disais que Rennes était friand de ce genre de match. Du coup, je vais passer à Romain. Toi, qu'est-ce Moi, que je suis t'en penses, toi? Alors, c'est étonnant, vous pouvez mettre une croix dans le calendrier, messieurs, dames, mais je suis assez d'accord avec François. Et enfin, je dirais même plus loin, je suis pas sûr que Rennes sera ridicule. Milan, c'est loin d'être flamboyant cette année en Serie A. Ils font souvent des matchs poussifs. Offensivement, ils ont un peu de mal malgré tout. Ils se reposent surtout sur Olivier Giroud parce que Léao, il est adorable de faire des déclats comme quoi il est sur une fin de cycle au Milan AC, mais à côté de ça, faut malgré tout faire ses matchs. Mm, Et force est de constater que depuis quelques temps, on le voit plus beaucoup mm. sur le terrain. Donc voilà, je pense que ça va être un honneur pour le Stade Rennais de recevoir le meilleur buteur français de tous les temps dans son stade, c'est pas Théo Hernandez, hein, c'est bien Olivier Giroud. Ouais, blague à part, je pense que Rennes a des armes à faire valoir et le fait qu'ils ont l'habitude de faire ce genre d'épopée contre des gros, ça peut être une bonne expérience entre guillemets, sachant qu'il y a toujours il y a des joueurs qui ont été acteurs de ces épopées passées en fait. Je pense à Bourigeaud notamment. Bourigeaud, ouais. Mm. Mm, tout à fait. Bourigeaud, il sait jouer ce genre de Ils ont match. ils ont également des joueurs d'expérience avec Mandanda qui sera là également pour cadrer un petit peu les jeunes. Donc non, je pense que Rennes peut faire
Alors, peut-être pas créer une surprise, mais au moins, Faire sensation. faire, Embêter. comment nous faire vibrer, je dirais. Ok. Ok. D'où le terme de claque monumentale qui était peut-être un petit peu Ouais, exagéré. c'était un titre, voilà, c'était pour. Voilà. C'était un titre Je trouvais que ça allait tactique. bien Super avec valideur. match de prestige, tu Ok. vois. Ça va bien, ça va bien. Et Ok. du coup, on va finir par l'équipe qui Parce que toi, signifie. est-ce que tu te mouilles du coup sur Rennes au moins, qui est ton club de cœur par intermittence? Bah, je rejoins un peu tout ce que vous avez dit en fait. Enfin, Rennes, non mais en fait Rennes ils sont friands des barrages et des huitièmes de finale de l'Europa League, mais le problème c'est qu'ils passent jamais en fait. Donc tu vois, enfin, peut-être pas une claque, ils vont peut-être prendre 2-0 à San Siro, mais quand tu prends 2-0 face à une équipe qui a la culture de la défense, bah, c'est compliqué d'aller gagner derrière. Ils vont peut-être faire match nul ou gagner au Horizon Park, ce qui est déjà pas mal. Si tu fais match nul à domicile contre le Milan. Mais je les vois difficilement faire mieux et je les vois encore moins passer face au Milan AC, qui est pas le grand Milan AC, mais qui est quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière et qui finit troisième de son groupe, mais en n'étant pas non plus ridicule pendant ces matchs, quoi. Donc bon, je les vois pas passer en tout cas et je les vois pas forcément gagner à San Siro. Donc voilà, me concernant, on va parler de l'équipe qui signifie perdre en anglais, Toulouse. Hein, comme Toulouse. Toulouse. Donc là, Romain, tu pourras sortir ta stat. Est-ce que Toulouse a vraiment une chance dans cette compétition? Puisque bah, là, ils vont affronter le Benfica Lisbonne, qui est quand même euh, premier de son championnat avec une défaite en 10 matchs. Quentin, je te laisse parler puisque tu as des origines portugaises. Hum. Donc du coup, Muito bem, muito bem. J'étais pas sûr de celle-ci là. Je l'ai quand même tenté au cas je où. suis pas sûr non plus, mais c'est pas grave. Bon, j'ai un problème avec Toulouse. Et qu'ils C'est sont nuls. que non, c'est qu'en fait en phase de poule, on leur annonçait la foudre et finalement ils ont battu Liverpool. Et ne me dites pas que c'était l'équipe B, putain. Je ne m'obligez pas à casser quelque chose ce soir. J'ai envie d'aller me coucher tranquillement. C'est l'équipe C. Euh, Putain, mais ta gueule. C'est pas Euh, vrai. C'est une boutade. J'ai l'impression que cette équipe, elle est capable de tout. Maintenant, effectivement, Lisbonne, c'est quand même une équipe qui joue bien, qui a l'habitude des compétitions européennes. Euh, Sur le papier, on va dire que, au vu du Toulouse actuel, ils ont aucune chance de passer. Ils ont aucune chance de se qualifier. Maintenant, comme l'a si bien dit François avant, Benfica est pas à l'abri d'une cagade, Toulouse est pas à l'abri de faire un match fantastique jeudi soir. Donc j'ai presque l'impression que le problème de cette confrontation, c'est un peu la part chance du football, parce que sur le papier, évidemment, Lisbonne est mais bien au-dessus de Toulouse. Est-ce qu'au final, voilà, du coup, je vais le dire pour les deux derniers acteurs, est-ce qu'au final, Toulouse ne se prépare pas pour ce match depuis quelques semaines et c'est pour ça que leur niveau est calamiteux? Est-ce qu'ils ne jouent pas leur saison sur ce match et sur ce barrage d'Europa League? Les Romain, joueurs, vas-y, oui, le enfin, font. François, du coup, vas-y, je t'en Bah, prie, vas-y, François, je t'en prie. comme tu avais commencé. Les joueurs, oui, dans leur tête, quand tu vois l'exploit qu'ils ont réalisé face à Liverpool, ça a été un match incroyable. Les mecs, enfin, je pense qu'ils n'ont jamais eu un aussi bon niveau depuis leur finale de Coupe de France. Donc oui, les joueurs dans leur tête, je pense qu'ils préparent ce genre de match parce qu'on l'avait déjà cité la dernière fois pour le match de Liverpool. C'est des matchs où énormément de monde qui vont regarder. Tu vas être quand même diffusé mondialement, donc tu peux pas te rater en tant que joueur. Maintenant, Toulouse, non, l'a pas forcément, je ne pense pas, préparé parce que cette saison, ils jouent le maintien. À l'heure actuelle, ils jouent le maintien et tu prépares pas un match Europa League en jouant le maintien. Et c'est peut-être ça aussi qui va les mettre dedans, c'est que tu es sur des résultats négatifs. Et si tu veux espérer tenter
Un petit kiff, une surprise, bah, il fallait pas être dans ce genre de situation. Et là, le problème, c'est que les joueurs vont se donner à fond et qu'ils vont peut-être justement délaisser la Ligue 1 derrière. Donc ça veut dire que tu vas être 2 semaines à bloc et derrière, bah, tu vas peut-être laisser des plumes pour la Ligue 1. Donc voilà. Romain, est-ce que tu veux clôturer sur Toulouse? Ouais. Alors si ils veulent jouer leur saison sur ce match-là, c'est complètement idiot, premièrement. Oui. Enfin, s'ils préparent ce match depuis 15 jours J'ai l'impression que t'as pas trop kiffé ou mes un questions mois. ce soir. Non, mais si, je kiffe tes questions, GG, c'est bien, ça me fait râler un petit peu. Et ensuite, est-ce qu'ils ont une chance? Je pense qu'ils en ont absolument aucune. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un match unique, on est sur une double confrontation. Mm. Je pense là par chance, oui, ok, une fois ça peut arriver, deux fois je suis pas sûr. D'autant que là le Benfica est quand même à un très bon niveau cette saison, on va dire. Excepté en, excepté en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, où ils sont un petit peu fait dessus, on va dire. Mm. Mais non, je vois pas Toulouse. Franchement, j'y crois pas du tout. En J'ai fait, aucune chance. En fait, leur par chance, elle va jouer surtout si il y a victoire sur tapis vert à l'aller. Oui, voilà, Parce que oui. c'est vraiment là-dessus où tu. Mm. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ça, et c'est peut-être le seul espoir de Toulouse. Et bon, Ouais, si c'est ça, c'est quand même Ouais, assez triste qu'on. surtout que le retour, tu le ouais, joues chez toi, donc ça Surtout que aussi, le retour, tu le c'est. joues ouais, chez toi, effectivement. Et ça reste quand ouais, même assez enfin, triste. je crois qu'il y a deux équipes françaises avec 3 ou 4 buts d'avance qui se sont fait malgré tout retourner au match retour. Mm. C'est sûr. Très bien. Bien, merci messieurs d'avoir apporté Bah, vos merci à toi, hein. connaissances footballistiques. Merci au chat. On Ah, va clôturer. attendez, Je t'en j'ai prie. juste une petite question. C'est rapport au maillot de Quentin. Donnarumma n'a pas joué samedi. Est-ce que vous pensez qu'il sera titulaire mercredi soir? Ouais, je pense, ouais. Je me suis posé cette question. Comment? Je crois devant le match de Paris et je me suis dit tiens c'est bizarre d'avoir mis, enfin c'est curieux d'avoir mis Navas titulaire à quelques jours d'un match de LDC. Pourquoi c'était Navas et pourquoi ils n'ont pas remis Tenia s'est Tenas. blessé. Tenas, il s'est blessé. Ah, ok. Mm. Non, je pense que ce sera Donnarumma en vrai. Je pense pas Oui, que ce sera Navas. il a pas voulu prendre de risques avec. Ouais, qui garde peut-être la confiance accumulée. Ouais, peut-être que tu te dis s'il fait une cagade contre Lille, tu lui C'est mettes pas la tête dans le seau Mm. c'est ça. avant le 8e. Ok, très bien. Bon bah voilà, j'ai fini avec ma question de merde. Vous pouvez y aller. C'est bon. Super. Ouais. C'est jamais des questions de merde, Romain. Toujours des questions qui respirent le foot. Merci Pertinente, beaucoup, messieurs. pertinente. Merci pour votre culture foot. Merci d'avoir répondu à mes Merci. questions. Merci au chat. Du coup, merci à Caro qui nous dit merci pour votre bonne humeur. Belle soirée à vous, bonne semaine et à lundi prochain. On espère tous avoir le sourire lundi prochain en voyant les clubs français réaliser une bonne performance en Europe. Moi, il me reste plus qu'à vous dire également de passer sur tous les réseaux sociaux parce que Quentin est en train de faire un gros boulot sur TikTok et Dailymotion, donc n'hésitez pas à passer. On a également sorti un SI sur YouTube en parlant du poteau d'André-Pierre Gignac à l'Euro 2016. On vous embrasse, on vous dit à lundi prochain. À plus les réservistes, les gars dans tribune. Ciao Salut! les réservistes, les gars dans tribune.